Allez, je lance mon émission, cher ami, qui s'appelle Intra di noi chi ne va, c'est entre nous, qu'est-ce que tu en penses? L'ami des amis de l'émission des amis de Cyrénéa. Entre nous, qu'est-ce que tu en penses? Et on va parler donc, frère Thierry, l'invité. Avec mon invité Alain Pascal. Oui. Auteur d'une impressionnante, déjà, œuvre. Mais on va parler des événements de 68, de manière un peu à bâton rompu. Et ça va être le lien avec deux émissions, même trois émissions précédentes. La contre-culture. On a vu comment ce phénomène très particulier qui a pris naissance en Amérique s'est répandu après au Canada. Bien sûr. Et puis, bien sûr, en France. On peut penser aussi à l'émission qu'on a fait avec l'ancien magistrat André Mort sur le suicide de l'Occident. Oui. Où il a montré comment la révolution culturelle américaine, en quelques mois, a ravagé le Canada français. L'a subverti. Aujourd'hui, on va parler de 68. On va pas forcément évoquer, à la manière d'un historien, d'un chroniqueur, les faits. Les faits sont très connus. Le 22 mars, Cohn-Bendit et quelques enragés commencent à s'agiter. Quelques jours après, il va coiffer d'une poubelle le ministre Missoff, dont la fille était très proche de lui, petit détail de l'histoire. Ces événements ont débuté le 22 mars, lorsque des garçons manquent, on ne sait pas trop si on le sait que trop, n'avaient pas accès aux chambres des filles. Tout est commencé de là. Et il faut savoir aussi, on ne se le rappelle pas, que Nanterre était vraiment la banlieue loin de Paris. Et c'était devant la faculté d'Étourdie. Ceux qui connaissent, par exemple, les tentes qui ornent le quartier de la Chapelle n'ont qu'une vague idée. Donc des fils de bourgeois qui côtoient la grande misère, et en même temps qui sont fatigués un peu, disons, d'une certaine société apparemment en ordre. Mais la France a connu ces événements-là avant. Regardez Louis-Philippe, la société bien bourgeoise, une révolution. Napoléon III, mais il est tombé à la suite d'une défaite. Ici, les événements sont très différents. D'une part, il y a la récupération ou l'imprégnation de la révolution américaine. En France, il n'y a pas les guerres du Vietnam, on n'est pas vraiment impliqués comme eux. Mais les drogues, les mœurs, et le refus de ce qu'on pouvait appeler en faculté les mandarins. Le cours magistral. Ah, le fameux cours magistral. L'autorité. Donc, votre livre n'évoque pas forcément, et pour cela, il y a de nombreux livres sur le marché, aussi bien par des acteurs de droite que de gauche. Et je pense qu'il est bon, sans œillère, pour avoir une vue globale, de lire les différents points de vue, afin d'arriver au moins à une synthèse personnelle et de comprendre les événements. Je vais résumer très rapidement votre titre. Mai 68 et la destruction de la France. Moi, je dirais la destruction de la France éternelle, d'une certaine France. Et si on va très vite, le résultat de 68, c'est que l'alternative qui nous est proposée par l'hyperclasse, par la classe dirigeante, est le fruit des événements de 68. On a le choix d'être libertin, libéral, avec Cohn-Bendit, ou libéral, libertin, avec Madelin. J'ai pris deux personnages emblématiques parce qu'ils se trouvaient chacun de l'autre côté des barricades. Or, aujourd'hui, ils ont le même projet de société. Ça invite à la réflexion. En dehors de tout esprit partisan,
car l'historien, le sociologue, le philosophe doit agir, réfléchir, comme le dirait Tacite, sine ira et studio, sans haine ni passion, de manière froide. 68, donc, c'est l'ébranlement de la société par les étudiants, par des gens qui sont privilégiés. À un moment, ils ont cru, naïvement, que les partis de gauche vont les soutenir, en particulier le Parti communiste, la CGT. Ça n'a pas duré longtemps. Méfiance de classe, et sans doute le Parti communiste préférait que De Gaulle restât au pouvoir. Et on peut se poser, X années après, des questions. Pourquoi 68 ? Est-ce que ce serait pas la première révolution de couleur ? C'est-à-dire, est-ce que ça n'a pas été, peu importe le jugement qu'on peut porter sur le général dit De Gaulle. De Gaulle encore avait, du moins dans les textes, un certain sens de la patrie. Il avait pris ou capté, peu importe, l'héritage de Barès. Et ne regardait avec suspicion un Schuman, regardait avec suspicion l'Europe qui aujourd'hui nous emprisonne. Et bien sûr contrecarrait les projets américains. Sans être complotiste, ne pourrait-on pas imaginer, d'ailleurs ça a été prouvé sur le plan historique, des liens entre l'ambassade américaine et certains acteurs de 68. Mais on ne va pas rester vraiment aux événements. Vous pourrez me reprendre, Alain Pascal, sur ce que je viens de dire. On va regarder plutôt les conséquences sur le plan. Et c'est ça qui vous a intéressé. Et c'est ça qui fait l'intérêt de votre livre. Vous avez été témoin des événements, mais vous mettez en lumière les conséquences sur le plan philosophique, en cherchant aussi les racines lointaines de ces événements que vous reliez. Oui, je ne me suis pas penché sur les faits eux-mêmes parce qu'ils ont déjà été rapportés par d'autres auteurs. Et puis, pardonnez-moi de le dire, parce qu'ils ont très peu d'intérêt. Oui. C'est-à-dire que c'est un non-événement. Au départ, c'est un non-événement. Au départ, une affaire de coucherie. Voilà. J'étais à l'époque en faculté de droit, pour tout dire. Alors, je suis allé voir ce que ça représentait, ce que c'était. Bon, à l'époque, j'étais effectivement très anti-gaulliste à cause de l'affaire d'Algérie. Ouais. Et moi, j'espérais qu'on renverse le général. C'était tout à fait mon idée, donc j'y suis allé. J'étais en fac à Assas. Et j'ai voulu prendre la parole, mais c'était impossible, parce que le micro était tenu par des communistes, d'anciens communistes que je connaissais, parce qu'à l'époque, le mot gauchiste n'existait pas véritablement, et il était donc absolument impossible. Donc j'ai compris, moi, à peu près en une heure ou deux, que c'était... il va falloir resituer quand même mai 68, parce qu'on est dans la guerre froide, les nouvelles générations ne savent pas cela, mais il y a à l'époque un risque communiste, un risque énorme de prise de pouvoir des communistes en Occident. Il y a ce fameux rideau de fer. Il y a ce fameux rideau de fer. Et en fait, l'idéologie gauchiste est de mai 68, parce que je me suis beaucoup penché sur d'où ça venait, pourquoi ça venait. Est-ce qu'il y a eu des prémices? En fait, c'est un plan préparé de très longue date. Les événements eux-mêmes sont dérisoires, bien sûr, mais la volonté d'aider le Parti communiste, parce que c'était ça, le gauchisme en lui-même, qui est donc la quatrième gauche historique, est en fait une roue de secours du communisme. Et elle était, le gauchisme est élaboré pendant la guerre froide pour aider. Elle est élaborée avant, puisque les sources sont antérieures. Mais si vous voulez, il se cristallise vraiment à cette époque-là. Oui, mais une des sources, c'est pas vraiment Marx. Non, c'est Trotsky. Il y a Trotsky, et puis il y a le fameux Marcuse, qui a été le grand gourou, c'est-à-dire toute Alors, ce qui est amusant, les communistes regardaient avec suspicion, même horreur, Freud. Oui. Alors,
à cette époque-là, 68, c'est le mariage du freudo-marxisme. Le fameux Marcuse, qui est le grand gourou, si on peut dire, de mai 68, qui n'était pas connu tellement avant, mais qui, en fait, comme il était dans les universités américaines, les intellectuels le connaissaient. Donc, en vérité, il faut pas oublier que nous, on voit les événements en France, mais ça s'est passé dans tout l'Occident. C'est un véritable onde de choc. Une organisation, une onde de choc, et ça ne naît pas comme ça ex nihilo. C'est une longue préparation qui trouve simplement une cristallisation à cause d'un vestiaire, à cause d'un garçon sans attrait et qui ne peut pas monter dans les chambres des filles. Enfin, c'est absolument quelque chose de ridicule. Et par contre, ça va avoir et ça a eu des conséquences qui sont absolument considérables. Alors, dans l'immédiat, 68 les événements proprement dit durent très peu. Dure un mois. De Gaulle va en Allemagne, on ne sait pas trop ce qu'il y fait, peu importe. Il va voir Massu. Oui, donc il y a la menace. Mais qu'est-ce qui est amusant? Il n'aurait pas renoncé à un coup de force. Mais que très rapidement, il y a une immense manifestation sur les Champs-Élysées, où on verra aussi bien des gaullistes que des anti-gaullistes, très large, disons le peuple qui dit non. Oui, ça a été aussi la manifestation de la peur. Appelons aussi les choses comme elles sont. La manifestation de la peur, si on veut, ou du refus de la chienlit, comme dirait le général. Du refus de la chienlit. Bon. Et ce qui est très extraordinaire dans les événements, vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, c'est effectivement les communistes ont fait le choix de De Gaulle. Ils ont préféré que De Gaulle reste en place et ils n'ont pas suivi. En fait, les gauchistes eux-mêmes ont voulu récupérer les ouvriers. Oui, mais sur les ordres de Moscou. Sur les ordres de Moscou. Pour quelle raison? Parce que De Gaulle voulait garder une certaine indépendance nationale, ne voulait pas la fusion de la France dans le magma européen, l'Europe allemande ou l'Europe américano-allemande. C'est évident. C'est évident. Il avait un concept de nation, mais il faut pas oublier quand même que De Gaulle a été le complice des communistes. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est évident. À la Libération, lors de l'épuration. Non, mais là-dessus. Non, mais c'est évident. On y revient. Il y a quand même 100 000 morts. Dans les jeunes générations aujourd'hui, il y a 100 000 morts en France. D'ailleurs, assassinés par les communistes. Sans aucun procès. Oui, je renvoie nos auditeurs au livre. Bon, je dis pas exhaustif, mais impartial. C'était pas un collabo, ni un projet collabo. Raymond Aron. Oui. Sur l'histoire de l'épuration. C'est quelqu'un vraiment au-dessus de tout soupçon. Et je les renvoie aussi à l'œuvre très importante d'un compagnon de la Libération, le colonel Rémy. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Grand résistant, dont on ne parle pas autant que d'autres, bien sûr. Pour un certain nombre de raisons. Qu'est-ce qui est important dans les événements Il n'est pas au Panthéon. De 68. Remise en cause du mandarinat. Dans l'éducation dite nationale, la remise en cause de la transmission des savoirs. Et on voit toute l'influence du freudo-marxisme. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors ça, on pourrait dire que De Gaulle, pour avoir une certaine paix, avait donné la culture à la gauche. Ministre de l'Éducation, après les accords de Grenelle qui font taire les syndicats, Edgar Faure. Edgar Faure, au fond, avec sa réforme, fait rentrer dans le marbre certains principes. Le refus d'une certaine culture prétendue bourgeoise. C'est à partir de cette époque-là que vraiment les études classiques, donc gréco-latines, où le petit français pouvait retrouver ses racines, latines et grecques, a été mis de côté. Oui. Ça remonte à très loin. Oui. Parce que là, on va jusqu'à Rousseau, et au-delà de Rousseau, on va jusqu'à Comenius, dont j'ai parlé dans un de mes livres sur le XVIIe siècle. On va à une volonté d'un enseignement qui est dit non cognitif, qui est l'enseignement gauchiste non cognitif, qui a toujours été, alors c'est ce que j'essaye aussi de montrer dans mon livre, c'est que derrière la guerre culturelle, puisqu'il faut parler d'une guerre culturelle qui est programmée, se cache en fait une guerre de religion. C'est-à-dire que les premières réformes de l'enseignement
dits non cognitifs qui sont élaborés à la fois au XVIIe siècle par Comenius. Alors, Comenius, que les gens ne connaissent pas. Non, mais alors, c'est un Rose-Croix et dont le buste est à l'UNESCO. Alors, je situe quand même une petite parenthèse. Comenius était un frère morave. Oui. C'était une secte, on sait pas trop, plus ou moins protestante, plus ou moins ésotérique. On a publié il y a quelques années, c'est très intéressant, chez l'Harmattan, ses sermons. Une partie de son œuvre est accessible. Et il avait tout un projet culturel. En fait, subversif. Totalement. Et c'est le patron. L'UNESCO, officiellement, se réclame de Comenius. Donc que les auditeurs, là aussi, qui n'aient pas peur, regardez les faits. Alors, c'est ce que j'ai voulu faire dans un certain nombre de livres. Alors, vous parlez de celui-là qui est le plus politique, si je peux m'exprimer ainsi, mais j'ai retracé toute l'histoire secrète de la philosophie à travers les siècles. En 7 ou 8 tomes, on fera des émissions, c'est pas le problème. Mais c'est pour ça que je parle de ce fameux Comenius. Après, il y a Rousseau, bon, tout le monde connaît, si vous voulez, cette suppression du savoir. Ça veut dire que le fait que les gauchistes aient mis en place cet enseignement non cognitif, qu'on va appeler l'abrutissement des enfants, la façon de les couper de leur culture, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de transmission de savoir, les enfants ne connaissent pas le passé, ni le passé historique, ni son fondement, ni le passé religieux. Car il s'agit aussi de les couper des racines catholiques de la France. Bien sûr. Alors ce qui est important, c'est qu'il y a toute une théorie. Alors, Bourdieu, renouvellement des élites, tous les pédagogues. Voilà, il y a le fameux livre de Jean de Vigry qui est magnifique, les pédagogues de Jean de Vigry qui analysent ça très bien. Ça. D'accord. Grand historien, mais qui n'est pas à l'Académie française, alors qu'il devrait l'être. Pardonnez-moi, c'est aparté, frère Thierry. Badiou, qui était le pape du pédagogisme. Quel était au fond le grand principe? Le maître, au fond, est un agitateur social, un animateur social. Il doit, au fond, faire redécouvrir à l'enfant ce qu'il, soi-disant, posséderait. Lui faire découvrir à partir de rien. Donc, pas de transmission de savoir. Et qu'est-ce qu'on voit? Que cette méthode pédagogique a été reprise aussi, parce que 68, c'est presque contemporain du Concile. On voit qu'il y a une parenté d'esprit. On verra par exemple que les catéchismes ne procèdent plus par affirmation dogmatique, par question-réponse, mais ramènent la foi à quoi? À un sentiment, à une expérience. Que ce soit en histoire, en littérature. On va demander à l'enfant, qu'est-ce que vous éprouvez? Qu'est-ce que vous ressentez à tel texte? Par exemple, autrefois avant 68, la grande épreuve en lettres, c'était la dissertation. Et qu'est-ce qu'on demandait à un étudiant ou à un lycéen? De maîtriser les outils du langage. Peu importe ce qu'il pouvait penser. Moi-même, j'étais professeur. Jamais je n'ai procédé à une censure idéologique. Ce qu'on demandait, est-ce qu'il est capable de faire une introduction, un développement en 3 points, et une conclusion. C'était supplanté par quoi? Par le résumé. On peut se demander pourquoi. Dans une entreprise, on n'a pas besoin d'hommes de lettres, d'humanistes. Et on a besoin de gens qui sont capables de faire des notes de synthèse. Mais on a mis fin aussi au développement logique dans l'esprit des enfants. Bien sûr. Et tout cela n'est pas un hasard. C'est-à-dire que ce que moi je cherche à démontrer, c'est que tout en fait a été programmé. Et quand on parle, vous parlez de la crise de l'Église. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est contemporain. Et si vous voulez, on doit aussi. Moi, j'essaye de rétablir les faits et puis même les données théologiques. Même si je suis moins théologien que vous, mais la foi n'est pas quelque chose d'irrationnel. La foi est une adhésion à un dogme qui est lui-même tout à fait rationnel. Quelque chose d'objectif. Quelque chose d'objectif. Alors, qu'est-ce qui est important? Que 68 nous a amené à quoi? Un point, on le voit encore aujourd'hui, tout est relatif. Absolument. Il n'y a plus de vérité, tout est relatif. Donc, si vous voulez, et ça, c'est profondément antichrétien, puisque le christianisme est la vérité révélée. Oui, mais donc, en dehors même de la révélation, en dehors même du christianisme, c'est absolument antiphilosophique. C'est le refus
de l'altérité, le refus d'une vérité objective. Il n'y a pas de vérité. Donc, on voit encore, c'est un héritage de 68, la linguistique moderne va pas chercher le rapport entre le mot et un concept, mais la force émotionnelle d'un mot. Et c'est tout à fait l'application d'une certaine maxime marxiste, la vérité de rien, la force de tout. Et l'exploitation de l'émotion, c'est ça, pour instrumentaliser les êtres humains, qu'on peut faire remonter à Diderot, qui voulait qu'on dresse les enfants dans son langage aussi. Voilà encore un grand pédagogue. Et si vous voulez, ce relativisme dont vous parlez sur le plan religieux, c'est une catastrophe, parce que c'est une catastrophe historique. Les gens d'aujourd'hui ne peuvent plus. Votre émission, enfin, c'est le titre, c'est Retour au réel, n'est-ce pas? C'est votre association ne considère plus la réalité. Ils sont dans un rêve. En matière religieuse, le relativisme est une absurdité. Il n'existe pas. Aucune religion n'est semblable à une autre. Mais dans tous les domaines. Et les implications sociétales sont considérablement différentes. Alors, je vais pas prendre un exemple, mais je pense qu'il vient à l'esprit de tout le monde. Moi, je m'adresse dans mes livres aux catholiques, bien entendu, pour les conforter dans l'intelligence de leur foi, parce que je m'adresse à l'intelligence de la foi, mais je m'adresse aussi aux athées, aux païens, aux agnostiques, et je leur dis, aux athées, s'ils sont français, hein, même les Corses. Je vais pas dire du mal de la Corse. Surtout pas. Donc, surtout pas en cette... Ici, je sais pas si je sortirais vivant, je ne doute bien. Donc, on est heureux de les avoir. Mais, si vous voulez, nous sommes tous embarqués, comme disait le grand Blaise, nous sommes tous sur le même bateau, et est-ce qu'ils préfèrent vivre dans une société qui avait des racines chrétiennes? Tout se passait très bien dans la société chrétienne. Et dans la société aujourd'hui où le laïcisme s'est imposé, nous sommes aujourd'hui soumis et non plus libres. Alors, d'une part, pour que nos éditeurs comprennent bien, un Renan, qui n'est pas un pilier d'église, loin de là, puisqu'il a même été considéré comme un apostat. Son Jésus est un tissu. Après la défaite de 70, dans son livre sur les conditions d'une sorte de restauration de la France, il montre l'importance de l'histoire, de la volonté d'être un peuple, de la transmission d'un héritage. Et j'invite nos auditeurs à relire Renan. C'est très riche d'enseignements. Je vais revenir à 68 et je vais vous demander de développer un des slogans. Presque un slogan publicitaire. Et ce qui est amusant qu'aujourd'hui, toute l'idéologie de 68 a été reprise par les multinationales. C'est le désir immédiat qui doit être satisfait. Et c'est la loi du marché. Un des slogans de 68, c'était « Sous les pavés, la plage ». Ouais. Bon. Qui est encore beaucoup plus évocateur que « Faites l'amour et pas la guerre ». Bon. Sous le pavé, la plage. Bon. C'est-à-dire, tout est possible. Oui, c'est quelque chose de très extraordinaire. C'est qu'au départ, le gauchisme, parce que mon livre, ça s'appelle Mai 68, donc c'est pas sur les événements. En fait, c'est sur les idéologies gauchistes, qui sont aujourd'hui triomphantes. Et ça n'est pas terminé. Donc, elles sont, c'est le politiquement correct aujourd'hui est gauchiste. Et en toute matière. Et donc, au départ, ce gauchisme est anticapitaliste, parce que l'analyse de ce que l'on a appelé la guerre culturelle, qui est un concept qui date en gros des années 30 d'un communiste italien qui s'appelait Gramsci, et qui considère que les communistes, je reviens toujours sur cette histoire communiste, parce que pour moi, le XXe siècle a quand même vu plusieurs dizaines de millions de morts, c'est pas, de la main des communistes auxquels il n'est jamais rendu mémoire. Je me permets d'insister là-dessus. Et donc, si vous voulez, ce concept de guerre culturelle, c'est de dire, le Parti communiste, les communistes ne peuvent pas prendre le pouvoir politiquement. C'est un échec, que ce soit après la révolution en Russie, que ce soit les tentatives en Bavière, que ce soit
tentative en Bavière dans laquelle Marcuse, le fameux Marcuse, a participé, ce qui est très intéressant quand on raconte la suite de sa vie. Et il n'arrive pas à prendre le pouvoir. Donc pour prendre le pouvoir, il faut changer les mentalités des gens. Donc il faut modifier l'esprit des gens. Alors, donc on attaque les esprits. Un qui a beaucoup contribué au bouleversement de la mentalité américaine, c'est Kinsey. C'est Kinsey, c'est un des premiers. Et ensuite, vous avez donc c'est intéressant de revenir à Kinsey, si vous voulez, parce que avec Marcuse, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il n'y a plus de normes dans la vie éthique, absolument, dans la vie sexuelle, soyons grossiers. Que éventuellement, les statistiques nous fournissent la norme. Ah, t'as pas fait ceci. Hein, 80% des couples sont infidèles. C'est la norme. Donc, ah bon, vous n'êtes pas infidèle? Mais allez voir le médecin, allez voir le psychiatre. Bon, la zoophilie, et que sais-je. Et quand on regarde les projets pour demain de l'ONU, sur les droits sexuels, entre autres, on voit qu'il y a une concordance quasi parfaite entre le Kinsey de l'histoire et ce qu'on va nous proposer ou nous imposer. L'utopie, sous le pavé, les plages, la plage. Donc le refus de quoi? De toute norme objective, le désir il est interdit immédiat d'interdire comme seule loi. Mais ça correspond tout à fait à ce que désirent les multinationales de la publicité. Absolument. Donc finalement, le gauchisme, le politiquement correct gauchiste qui nous est imposé par une force médiatique considérable, en dehors de ce petit espace de liberté de quelques autres, est au service du mondialisme. Oui. Il y a absolument une connivence entre les deux. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, je veux reparler de ce Marcuse, parce que c'est un Allemand, il fait la révolution communiste en Bavière, les événements en Allemagne, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a une école qui est créée à ce moment-là, qui fait une critique d'ailleurs de l'Occident, l'école de Francfort, une critique que je critique la critique dans mon livre parce que c'est une fausse critique, parce qu'elle nous culpabilise. Et le fameux Marcuse lui-même est un freudo-marxiste, c'est-à-dire une hérésie marxiste. Oui, mais il allie Freud à Marx. Pour la lutte des classes, il considère justement, après Gramsci, que on ne peut pas, les communistes ne peuvent pas simplement faire des révolutions politiques, qu'il faut aussi faire une révolution sexuelle. Et c'est un concept qui est déjà en place avec un autre théoricien de l'école de Francfort, qui s'appelle Wilhelm Reich, qui finit aussi aux États-Unis et qui finit à l'asile de fous. Je précise. Oui. Bon, mais parce que les enfants sont entre les mains de fous à l'éducation nationale. Qui était très lu à l'époque. Très lu à l'époque. Et donc il faut, pour Marcuse, si vous voulez, pour les gauchistes, le travail, Marcuse appelle ça le travail aliéné. C'est-à-dire que les travailleurs seraient aliénés, et ils sont aliénés non seulement par le capital, mais aussi par la morale sexuelle. C'est-à-dire qu'un homme a une femme et des enfants, il doit travailler pour assurer leur éducation, donc il va falloir briser le modèle social. Ce carcan. Et ce carcan, c'est l'accusation qui est portée par l'école de Marcuse par l'école de Francfort contre l'Occident. Quand vous avez parlé tout à l'heure de suicide occidental, moi je dis non, c'est pas un suicide, c'est un assassinat. C'est-à-dire que c'est une préméditation de mise à mort d'une civilisation. Soyons clairs. Que les Européens ont contribué, ils auraient pu dire non. Ce sont des idiots utiles, comme disait Lénine. C'est un autre problème. Alors, qu'est-ce qui est important? Le freudo-marxisme, la diffusion des drogues, l'émergence d'un certain féminisme, qui est une résurgence, avec d'autres mots, de la lutte des classes. Absolument. Là, c'est la lutte des sexes. Et Marcuse a écrit un livre qui s'appelle Marxisme et féminisme. Oui. C'est-à-dire qu'il s'agissait, et Lénine avait dit, qui tient la femme tient la société. Donc moi, évidemment, je me pense beaucoup sur le féminisme et sur aussi l'aspect ésotérique. Alors on va peut-être en parler, mais c'est un petit peu plus compliqué. Mais si vous voulez, il y a le parcours, je continue le parcours de Marcuse parce qu'il est extraordinaire. Il est communiste, vient la guerre, il passe à Paris, d'ailleurs il passe en France, et il va aux États-Unis, où il rentre dans les services secrets américains, et ensuite il enseigne, il devient citoyen américain grâce aux services rendus, et il enseigne dans les universités américaines
pour renverser le modèle occidental. Donc, si vous voulez, les universités américaines ont eu en leur propre sein des intellectuels qui étaient destinés, en fait, à détruire le modèle de la civilisation occidentale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui remonte à très très loin et qui s'est simplement cristallisé à un moment de l'histoire. Mais nous en subissons les conséquences. Notre société aujourd'hui, le modèle occidental est moribond. Il est moribond. Alors je crois que la différence avec il y a une vingtaine d'années, c'est que les gens commencent à le comprendre. Ils commencent à en avoir conscience. Du moins certains, peut-être dans un instinct de survie. Dans un instinct de survie. C'est un instinct de survie. Ils n'ont pas forcément une vision globale. Non. Mais cette destruction programmée, voulue, au fond, de toutes les valeurs qui ont pu faire l'Occident. Oui, si vous voulez, cette fameuse école de Francfort, elle élabore une théorie qui s'appelle le négativisme. Le négativisme, ça veut dire non à tout. Et la base, c'est de dire, l'analyse qu'ils ont faite de l'histoire, c'est de dire l'Occident est coupable du nazisme. Voilà. C'est l'analyse, ce qui est une erreur historique. D'accord, mais pas uniquement du nazisme, de la traite des Noirs, ainsi de suite. De tout l'ensemble des... On cherche à culpabiliser l'Occident. Et en même temps, à valoriser... Ce qui est faux historiquement. Oui, je précise à valoriser d'une manière fausse, exagérée, des contre-modèles. Absolument. On peut penser au modèle de l'Andalous. On fait croire que, grâce au calife, chrétiens, juifs, musulmans vivaient en concorde harmonieuse dans la douce Espagne, et que malheureusement, Isabelle la catholique vint et a brisé cette magnifique civilisation qu'on retrouvera peut-être à Fès et encore. Aujourd'hui, vous avez un Américain, un historien, qui remet en cause cette vision fausse. Il n'est pas le seul, je me suis aussi permis de le faire dans un livre qui s'appelle Islam et cabale contre l'Occident chrétien. Tous les vrais historiens, en vérité, reviennent aux fondamentaux. C'est un mythe. Oui, moi je détruis tous les mythes qui sont destinés à nous culpabiliser. Par contre, ce qu'il faut savoir, que cette doxa, ces dogmes imposés, sont encore prégnants, font autorité. On peut penser, par exemple, au livre qu'a commis un certain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel. Dans ce livre, il expliquait que l'Occident a pu bénéficier de l'apport des textes philosophiques, scientifiques, historiques des Grecs, par l'intermédiaire des Arabes. C'est pas entièrement faux. C'est faux, c'est encore un mensonge, oui. Guggenheim montre que c'est par l'intermédiaire des chrétiens arabes. De Constantinople. Le Syrie, le Liban, l'empire chrétien d'Orient. Le fait seulement d'avoir remis en cause cette légende a valu qu'il soit ostracisé. Tous les grands médias sont aujourd'hui entre les mains des gauchistes, c'est-à-dire que toutes les télévisions sont gauchistes. 80% des journalistes le sont, sans le dire, mais ils le sont. Ou s'ils ne le sont pas ouvertement, ils pensent gauchistes, c'est-à-dire qu'ils ont été formés dans un état d'esprit. Vous parlez d'une doxa, pour eux... Vous oubliez une chose, qu'on est passé de l'instruction publique à l'enseignement public... À l'éducation. Et maintenant, c'est l'éducation nationale. Donc, l'éducation nationale a une importance. Et j'avais une émission l'autre jour avec un communiste, de mes amis, un vieux de la vieille. Et justement, j'essayais qu'il m'explique que veut dire éducation nationale. Je dis, parce que quand on dit que Mao a fait l'éducation nationale, ça passe. Mais si on dit en France, on a créé l'éducation nationale... Il s'agit non pas d'instruire un enfant, il s'agit de l'éduquer pour qu'il devienne un citoyen. Et avant, c'était un citoyen français, et aujourd'hui, c'est un citoyen du monde. Alors, donc, il y a éventuellement, si on remonter à la Révolution,
il y a le Pelletier de Saint-Fargeau et d'Alembert. Vous avez deux modèles qui sont appliqués de manière alternative depuis cette époque en France. Tout remonte à la Révolution. Oui. De toute façon, D'Alembert ou le Pelletier de Saint-Fargeau. Il y a des différences entre les deux. L'un met un peu plus l'accent sur la transmission des savoirs. Peu importe. Et peu importe d'ailleurs si Ferry Jules ou Jules Ferry gardait encore, disons, un certain parfum, bien que le vase fût brisé, de l'ancienne éducation. Guizot, avant lui, a essayé de le faire. Mais, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et que nos auditeurs le comprennent bien. C'est pas en soi la fonction de l'État d'éduquer les enfants. C'est aux familles. Seulement, il faut bien voir que dans une société d'individus où la famille n'existe plus que par le désir, la volonté. Je sais pas si vous avez vu Bien hier, sûr. ce qu'on a créé. C'est effrayant. C'est effrayant. Un gosse à 3, tu l'as vu ça? Mais alors ça, c'est impressionnant. Alors ça, c'est le transhumanisme, on en dira quelques mots. C'est tous les jours, jours. Alors, je reviens là-dessus sur ce point qui est très important. Après, on parlera justement de cet enfant fabriqué. On fait comme dans une ferme, on fabrique des moutons, des vaches ou je sais pas quoi. Et on évoquera aussi un de nos amis. Oui, de vos amis, mais Jean Boboc, effectivement, dont le livre sur le transhumanisme est remarquable, alors, que je cite dans mon livre d'ailleurs. Tellement il m'avait impressionné. Je reviens à la question de l'éducation. Ça, c'est le résultat de quoi? De l'individualisme. Oui. Il n'y a plus de famille. Ou si elle existe, c'est parce que je le veux bien. Et pour un temps déterminé. Peut-être ce qui pourra durer fort longtemps, mais renouvelable. Il n'y a plus d'engagement. La personne n'est plus capable de se donner. Et ça a des incidences très profondes, ce que vous dites, parce que, à partir du moment où nous sommes dans l'individualisme, chaque personne peut être substituée à une autre. Bien sûr. Donc, ça touche le grand remplacement. Alors, je reviens là-dessus, c'est très important pour que nos auditeurs le comprennent. Je n'ai rien, en soi, contre un ministère de l'Éducation qui veille de manière respectueuse des régions, de l'enseignement régional, des cultures locales, d'un niveau minimum à atteindre. Ça a toujours existé. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que l'État veuille éduquer ses citoyens. Si, ça peut exister, à Sparte. Mais on est, sans s'en rendre compte, dans un système totalitaire. Et là-dessus, je voudrais bien insister. Et si vous voulez, et ça date de la Révolution, il est dans les concepteurs, pour les concepteurs de la Révolution, il s'agit de s'accaparer l'humain. Et ça va concerner le fameux transhumanisme, car il s'agit, et la religion, c'est-à-dire qu'il s'agit de détruire l'humanité dite ancienne, qui est l'humanité créée par Dieu. Et comment Dieu a-t-il créé cette humanité dans la Bible? Il l'a créée sexuée. Vous avez l'homme et la femme. Donc si l'on veut détruire l'humanité ancienne, il faut détruire la différence entre les sexes. Or, la différence entre les sexes est nécessaire à la vie. Donc si vous voulez détruire la différence entre les sexes, c'est obéir à celui qui veut détruire la vie, c'est-à-dire au diable. Si on se réfère à la Bible, il y a une création divine, et celui qui veut détruire la création divine est au service du diable. Du moins, je place le gauchisme, moi, au service du diable. C'est un des fonds. Moi, je fais une analyse ésotérique et religieuse du gauchisme en disant détruire une civilisation qui est accusée d'être par les gauchistes, alors ça c'est pas une invention, elle est accusée d'être la civilisation du père. C'est ça. Dieu étant considéré comme masculin, ce qui est stupide, un tyran masculin. Et si vous voulez, bien sûr. Un jour on fera une émission uniquement sur le masculin et le féminin, si vous voulez. Et en partant, par exemple, de quelqu'un qu'on a oublié, Bavalski. Oui. Et moi, je défends le féminin, et je rappelle aussi aux gens, aux féministes qui accusent le christianisme d'être anti-féminin, que notre religion, enfin, la nôtre, etc., est
donne au féminin le plus grand rôle qui puisse être, puisque Marie est la mère du Christ et la mère de Dieu. Marie, mère de Dieu. Est-ce qu'on peut donner un plus grand rôle à la femme? D'ailleurs, on voit très bien que dans la société médiévale, on pouvait voir des femmes qui avaient le pouvoir. Absolument. Alors, différents pouvoirs, c'était local. Elle pouvait avoir, j'ai trouvé ça bizarre une fois, dans le Midi, je vois une statue de femme avec une étole. Mais c'était pas, en fait, une étole liturgique. Comme vous aviez ça aussi dans certaines régions du Saint-Empire romain germanique. C'était l'insigne du juge. Vous avez eu, dans l'ancienne France, des femmes juges. Vous avez eu, en dehors des reines, des mères abbesses. Alors bon, aujourd'hui, vous avez des mères abbesses qui gouvernent leur communauté, elles gouvernent des femmes. Mais elles avaient le pouvoir de juridiction. Donc elles avaient l'autorité pour nommer les curés dans les paroisses relevant du monastère. Elles avaient aussi les pouvoirs de justice. Chose qu'on pourrait difficilement imaginer aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui une femme peut être amiral ou colonel ou parachutiste qu'elle a gagné vraiment la place qui est la sienne. Non, effectivement, alors c'est un vieux mensonge et on peut dire que les troubadours malheureusement l'ont entretenu comme si la femme n'avait pas eu ce grand rôle au Moyen-Âge, au pseudo-Moyen-Âge. Alors moi j'ai écrit un livre qui s'appelle La Renaissance c'est imposture et j'avais en idée de répondre dans le même sens que lui évidemment à Jacques Hers, c'est vrai qui n'est plus là, qui était un grand historien et qui a écrit un livre aussi admirable qui s'appelle Le Moyen-Âge une imposture pour montrer que on a inventé un Moyen-Âge. C'est une invention de l'encyclopédie. La Renaissance est aussi une invention de l'encyclopédie. Avant, même les gens qui vivaient au XVe siècle ne se sont jamais appelés des Renaissants. On a employé le terme en peinture, parce qu'on faisait renaître une peinture antique dans l'art, mais en philosophie, ça n'a jamais été employé. Oui, et tout vient de là. Moi, j'ai écrit un livre contre la Renaissance parce que, pardon, frère Thierry, mais c'est fondamental. C'est l'époque où l'homme prend la place de Dieu. C'est-à-dire que l'humanisme, c'est l'homme qui éloigne le Dieu chrétien et qui se dit Dieu lui-même. C'est une renaissance de ce que la Bible appelle le péché originel, qui va engendrer la philosophie des droits de l'homme, et qui est une philosophie affirmée contre Dieu, contre l'ordre naturel divin. Oui, on se trouve aujourd'hui avec... Je vais vous arrêter tout de suite. Bien sûr, je suis fondamentalement d'accord avec vous. On pourrait dire que l'ancien monde, croyant ou non, avait un profond respect du ius, du droit, un profond respect de l'ordre naturel, qui est au-dessus des lois. Et on peut très bien ne pas être chrétien et partager cette conception. Et je vais donner un exemple. Antigone. Face à Créon. Oui. Quel chef d'État? Il édicte une loi, en soi, je dirais pas juste, mais logique. Un ennemi de la patrie ne peut être enterré. Que les chiens le dévorent, ou les animaux sauvages, que sais-je. Antigone se dresse et enterre son frère. Et bien sûr, elle va être condamnée. Et elle rappelle à Créon qu'il y a des lois supérieures aux lois écrites, les lois de la conscience, des lois qui sont inscrites dans le cœur de l'homme, disons dans l'ontologie, de ce qu'est l'homme en tant qu'homme, qui découle de sa nature. Et ce qu'on soit chrétien ou non. Bien sûr. Alors on peut très bien voir dans Antigone, disons, une pré-chrétienne. Alors ça, c'est tout le travail. Je ne sais pas si vous avez lu Simone Weil, la grande philosophe, où elle montre ce que disait en d'autres mots, avec sa langue poétique, Peggy, les pas de César et les légions ont marché pour lui. Tout converge au moins vers cette lumière qu'a apporté le christianisme. Alors qu'on adhère à cette religion ou non.
Oui, c'est tout à fait autre chose. De toute façon, le christianisme reconnaît à l'individu une raison naturelle, une raison dite naturelle. Simplement, pour un chrétien, l'origine de la raison est divine. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous a fait la grâce de nous donner une raison. Tandis que le rationalisme moderne et philosophique, c'est une opposition de la raison humaine à Dieu. Donc, on est dans une inversion de la logique chrétienne. Et ce que je voudrais dire sur l'ordre naturel, parce qu'il faut un peu parler du gauchisme, et je voudrais dire un mot de l'écologie, parce que quand l'écologie ne demande nullement le respect de l'ordre naturel en ce que cette nature aurait été créée par Dieu. L'écologie est un culte de la nature hors de toute conception divine. Gaïa, c'est une déesse dont on va vénérer la déesse nature. Et les enfants sont embrigadés dans son culte. Qu'est-ce qu'on fait faire? On fait faire aux enfants ce que l'on appelle des actes de compromission en psychologie. Planter un arbre, aller nettoyer un fossé que même on d'ailleurs relativement sali souvent. Mais si vous voulez, ce sont des actes d'exploitation en plus de ce phénomène qui est exploité depuis longtemps par la gauche, qui est le jeunisme. C'est-à-dire de faire croire aux enfants qu'ils vont faire mieux que leurs parents sont coupables, que leurs parents sont responsables. Et tout ça, c'est la source des pires dictatures, de Savonarola, d'un Pol Pot, de gens, si vous voulez, qui veulent dresser les enfants contre les parents. C'est ce que nous vivons. Les enfants du mondialisme d'aujourd'hui risquent d'être formés comme des monstres et pour détruire la société existante. Donc, parents, faites très attention à ce que l'éducation dite nationale peut inculquer et mettre dans la tête de vos enfants. C'est extrêmement grave. Et ça, c'est le gauchisme. Ça, c'est la suite de mai 68. Tout ça a été mis en place après mai 68. C'est ça que je veux montrer, avec si vous voulez, un petit supplément qui est personnel, c'est-à-dire que vous êtes un peu plus jeune, mais moi j'étais jeune en mai 68, donc maintenant j'ai beaucoup de lecteurs jeunes, ce qui est un nouveau. La France d'aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec la France de notre enfance. Rien à voir. Rien à voir. Mais ce qu'il faut voir, sur la longue durée, les événements mettent du temps à marquer. Oui. Moi, je suis d'après 68, eu une éducation gréco-latine. J'étais certainement la dernière génération. J'étais jeune prof. J'ai enseigné le français et le latin. Et à l'époque, dans les collèges où j'enseignais, ce n'était pas encore mixte. Du moins, il y avait des écoles qui n'étaient pas mixtes. Je n'ai jamais vu un cas de drogue, un cas d'avortement. Or, aujourd'hui, j'ai des enseignants que je connais. Ce sont des choses banales. Attendez, j'ai un de mes amis qui vient de passer le CAPES, c'est l'équivalent du CAPES pour l'enseignement privé. Alors, on passe devant une commission pour être habilité à enseigner, avoir le droit d'enseigner, l'Ausweis. Bon. Alors, on lui pose comme question, est-ce que vous êtes marié? Il me dit non. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je compte entrer au séminaire. Oh là là. Bon, alors, après, il vient me dire, le pauvre, naïf, mais j'ai une observation négative. J'ai dit, mais mon pauvre, t'as pas vu qui tu as en face de toi? Le directeur, c'est dans les journaux, de l'enseignement prétendu catholique à Nantes, c'était un dealer, plus il avait des amitiés un peu approfondies avec certaines jeunes filles. Mais c'est une littérature extraordinaire. Mais vous savez l'exemple de Louvain. Ce petit jeune, Louvain c'est pareil, on va en parler. Oh, oui. Ce petit jeune aurait dit à ce jury, oh, je vais à l'église de temps à autre, être vague. Oui, j'ai une copine, j'ai aussi un copain. Mais on aurait dit c'est quelqu'un d'ouvert. Voilà. Un jeune prof a des inspections régulières. Prof de philo. Inspection négative. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Avoir un enseignement directif et normatif. Il enseigne la philosophie. Oui. Ça, c'est un grand tort pour un prof de philosophie. Oui. On en est là.
Voilà. Mais ce que vous dites sur mon enfance, parce que pardon du terme, les gens qui ont des cheveux blancs, parfois ils parlent d'eux-mêmes, mais nous étions 40 en classe. Ah oui. Il n'y avait pas un bruit. Tout le monde suivait. Et on n'était pas traumatisés. Je veux dire, les professeurs enseignaient. Alors que dans les facultés, c'est vrai, dans la faculté, il y avait des mandarins. Moi, quand j'étais en faculté de droit, j'y allais très peu parce que c'était rasoir, appelons les choses par leur nom. Et à l'époque, il y avait des polycopiers. Donc voilà, le professeur se mettait un peu de beurre sur les épinards et nous, on n'était pas obligés d'y aller. Bon. Et j'ai donc vécu cette bascule après mai 68. Et moi, j'ai été justement étudiant à Nanterre. Avant, j'étais à Assas, c'était le quartier latin, on s'amusait beaucoup, évidemment. On allait un peu à la fac de temps en temps. Et Nanterre, et on a créé en plus les travaux pratiques. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'était très bien en soi-même pour que les étudiants viennent les TD. Bon. Mais, à ce moment-là, vous n'étiez plus noté anonymement à la fin de l'année sur une copie d'examen. Vous étiez noté toute l'année. Donc vous deviez sur votre comportement et vos opinions. Donc vous étiez, c'est une mainmise sur l'étudiant. Sous prétexte d'améliorer l'enseignement, c'est une mainmise. Et ce que je voudrais dire, ce que vous disiez tout à l'heure sur les garçons et les filles, c'est vrai que nous, quand on était adolescents, il y avait les collèges de garçons et les collèges de filles. Bon. Mais aujourd'hui, c'est une catastrophe. Oui. Quand on voit ces pauvres enfants, ils sont perturbés. Alors, je parle surtout des garçons. En dehors de ça, vous voyez, j'ai enseigné dans des classes de filles et des garçons. Et sans vouloir être un démagogue ou un charmeur, on n'enseigne pas forcément de la même manière, même si c'est pas conscient. Une fille est peut-être plus intuitive. J'ai eu des élèves remarquables en lettres. Les garçons aussi. Mais pas la même approche, pas la même sensibilité. Donc le rôle d'un professeur, digne de ce nom, ou d'un maître, c'est de tenir compte de la nature pour qu'elle puisse s'épanouir et donner le meilleur. Et non pas d'une manière indifférenciée. Et en plus, bon, c'est le problème du trouble sexuel. Hein. Il faut, moi, j'appelle un chat, si vous voulez. Quand on est un jeune garçon de 14-15 ans, si on est toute la journée à côté des filles, on n'étudie pas. Et c'est volontaire parce que, en fait, dans l'enseignement actuel, ce sont les garçons qui sont le plus victimes. Et donc, vous savez que la lutte du gauchisme, c'est détruire le masculin. Donc, c'est de démasculer les hommes en ce qu'ils sont hommes. Et est-ce que les garçons deviennent non masculins? Vous savez qu'à l'école aussi, maintenant, il y a certaines écoles dites de pointe où on déguise les garçons aux petites filles. Nous avons besoin de garçons et nous avons besoin de filles. Nous avons besoin de futurs pères et nous avons besoin de futures mères. Et nous avons besoin de soldats. Qui défendra la France s'il y a une guerre, si les hommes ne sont plus des hommes? Et cet aspect de l'abaissement du masculin occidental, lui aussi a été programmé. Donc si vous voulez, le féminisme, la féminisation de notre société est destinée à l'affaiblir. Je ne dis pas ça contre les femmes, parce qu'elles en sont les premières victimes. Mais en même temps, victimes pourquoi? Parce que la révolution sexuelle, la contraception, les a chosifiés. Chosifié, tout à fait. La femme n'est plus un être humain, mais le fameux transhumanisme, puisqu'on va en parler aussi. Alors très rapidement, l'heure tourne, l'heure passe, c'est pas grave, mais l'être humain n'a plus d'âme, puisque on n'est plus dans une société où l'être humain a une âme. Donc l'être humain devient une chose, un corps. Donc nous ne sommes plus que des corps. Et à partir de ce moment-là, un corps, il n'y a pas de morale sur un corps. Un corps, ça devient un objet, c'est une chose. C'est un homme objet, c'est une femme objet. Donc en fait, les nouvelles générations seront victimes de cette révolution politique et sexuelle qu'est le gauchisme. On arrive au terme de l'émission. Alors, j'invite les auditeurs à choisir au moins un livre de chaque tendance sur les événements de 68. Oui. Un livre de Serge July ou d'un autre qui était à gauche et un autre à droite. Je vais pas me classer à droite. Hein. Moi, je vais me classer sur un plan. Voilà. Donc, mon livre, à moi, c'est un plan religieux, sous-tendu. Qu'est-ce qu'il y a derrière la révolution de 68 Disons, donc ils choisissent un livre écrit par, mettons, deux acteurs des événements de contemporains. Oui, bien sûr. Je pensais à Le Gallou, par exemple, et à un auteur, disons, vraiment de la gauche. Ou même certaines réflexions d'Onfray. Après qu'ils prennent votre livre, Alain Pascal, édition des Cimes, c'est facile à trouver, afin de voir
au-delà des événements, les conséquences, et de réfléchir aux conséquences des conséquences, destruction de la famille, de l'autorité parentale, du rôle de l'homme et de la femme, destruction même de la nation, qui était autrefois, on n'a qu'à regarder en Renan ou Péguy ou bien d'autres, l'ultime protection des pauvres. Et à chaque lecteur, en confiance, de faire, je dirais pas son choix, son éducation. Car comme le disait Montaigne, pour grandir, il faut pouvoir être capable de frotter sa cervelle contre celle des autres. Exactement. Est-ce que je peux inviter une librairie, puisque on a le droit de faire une publicité. Bien sûr, si je peux dire, je vais recommander aux personnes qui sont dans la région parisienne d'aller à une librairie qui s'appelle la Librairie Française, qui est 5 rue Bartholdi, dans le 15e arrondissement, au métro Duplex. Alors, si vous n'êtes pas à Paris, il y a beaucoup de livres. Et si vous n'êtes pas à Paris, c'est par internet, librairiefrançaise.fr. Très bien. Alors, à très bientôt. Merci beaucoup de votre invitation. À très bientôt. À très bientôt aussi, vous, cher ami. Avec plaisir. Merci beaucoup.